Alors, en France, les ONG humanitaires invitent très régulièrement le public à ces conférences et tables rondes autour desquelles d'éminents spécialistes parleront des Roms, des misères que vivent les Roms, de leur destin pitoyable que rien ne semble pouvoir améliorer. Il existe par ailleurs dans notre pays une très grande et assez ancienne fédération, dite Amis des Tziganes, qui est composée d'un important noyau parisien qui fédère ces satellites régionaux, qui est doté de budgets très importants, dont l'action est moins publique, elle est plus feutrée que celle des ONG, mais dont on se demande si l'efficacité et le rendement, ou peut-être même l'inertie et l'absence de résultats, sont tout à fait comparables au bilan des ONG qui sont qualifiées, elles, d'humanitaires. Depuis des années et des années, ces ONG, ces amis des Tziganes, nous disent qu'ils feraient absolument tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer le sort des Roms. Elles ont pour habitude de rappeler aussi que les Roms peut-être devraient faire l'effort de s'adapter au monde contemporain, qui leur offre l'opportunité d'une intégration durable dans la société, à la condition, bien sûr, de saisir cette chance. Nous reconnaissons là les éléments de langage habituels. Nous connaissons par cœur ces discours et ces plaidoyers. Et on entend dire que si l'État mettait fin à la présence de ces grandes associations sur le terrain, la situation économique et sanitaire des Roms et leurs conditions de logement risqueraient de se dégrader considérablement dans un avenir proche. Il faut donc, d'après elle, préserver ces ONG, les consolider, les pérenniser, les encourager, les remercier, ne pas oublier non plus de les subventionner et de les applaudir. Malheureusement, les subventions que perçoivent chaque année ces mêmes associations, elles seraient trop faibles pour permettre d'équilibrer leur budget et mener à bien les projets qui sont approuvés. Alors, l'État, qui ne peut pas se passer de leur présence indispensable sur le terrain, et je mets des guillemets à cette expression, est périodiquement invité à revoir à la hausse le montant des subventions allouées et surtout ne jamais débrancher les tuyauteries des perfusions. Ces véritables primes à l'échec serviront pour partie à financer les postes de cadres et de salariés permanents. Ces cadres et ces permanents, ils sont généralement injoignables par téléphone et laissent nos emails, nos courriels sans réponse. Ils passent une bonne partie de leur vie dans les trains, les avions, les hôtels, entre les colloques, les symposiums, les ateliers. Et l'outillage de ces ateliers, en général, c'est un tableau en papier qu'on appelle paperboard et la projection d'un PowerPoint. Les conseils d'administration de ces organisations non gouvernementales, de ces ONG et autres associations amies des Tziganes, où jamais ne siège le moindre Rom, le moindre Tzigane, entérinent, c'est-à-dire adoptent chaque année la répartition des budgets de fonctionnement et d'investissement. L'essentiel de l'investissement consiste à financer des bureaux de conseil et de communication pour diffuser une petite plaquette en papier que absolument personne ne lit, ainsi que les argumentaires qui servent à justifier l'existence de ces organisations et à présenter leurs actions sous un jour très favorable. Et au passage, à lever des fonds. S'il reste de tout cet argent, s'il reste quelques miettes, elles iront peut-être jusqu'au public concerné, à savoir les Roms, les Tziganes, les voyageurs et les diverses minorités vaguement répertoriées comme Tziganes en France. Néanmoins, personne ne trouve à redire, si vous voulez, quand un rapporteur du budget déclare que chaque année, l'État dépense tant de millions pour les Roms et gens du voyage. Si la description que je fais de ces grandes associations peut sembler caricaturale, elle correspond malheureusement
de très près à la réalité de cette branche particulière du charity business qu'on peut appeler le Roma business. Et si le constat vous semble cruel, n'oublions pas que cette cruauté touche prioritairement les Roms les plus défavorisés, dont la vie quotidienne ne s'est en rien améliorée, malgré les dizaines de millions dont ces partenaires de l'État et de l'Union européenne, chargés d'une mission de service public, ont pu bénéficier au cours des précédentes décennies, au cours des dizaines d'années précédentes. On peut, bien évidemment, hausser les épaules et relativiser ce propos en se disant que ce n'est pas le seul domaine de gaspillage de l'argent public, que des millions, encore plus de millions, sont dépensés en pure perte par l'Europe et les États membres dans l'aménagement des territoires, dans le domaine agricole, industriel, dans des expérimentations environnementales sans lendemain, etc. On gaspille de l'argent partout, alors avec les Roms, pourquoi pas. On peut ainsi chercher et trouver de trop nombreuses failles et des faillites dans la plupart des secteurs d'intervention de la puissance publique. On peut aussi ne rien dire, s'en accommoder, et chacun ou presque s'en accommode bon gré, mal gré, les États, les contribuables, les ONG, mais pas les Roms et pas les Tziganes. Il est tout à fait légitime de s'interroger pour connaître où va l'argent dont bénéficient ces ONG et ces grandes associations financées pour améliorer l'existence des Roms. L'interrogation porte sur les sommes considérables qui sont investies pour des résultats insignifiants. Il y aurait là un champ d'investigation des plus intéressants pour l'historien, le sociologue ou l'ethnologue, mais rassurez-vous que ce soit en France ou d'autres pays européens. Si l'emploi des fonds publics par ces associations mériterait d'être sérieusement analysé, il en va de même pour leur représentativité. Qui est-ce qu'elles représentent, ces fameuses associations et organisations non gouvernementales? Il faut savoir qu'elles sont sollicitées et bien évidemment traitées en interlocuteurs privilégiés pour rencontrer, pour discuter, pour débattre en notre nom de la question Rome avec les ministres, avec les préfets, avec les directeurs de cabinet, avec les parlementaires, députés ou sénateurs, les élus des collectivités, les maires, les présidents des communautés de communes ou d'agglomérations. Si vous voulez, tout l'étage des élus et de l'administration de notre pays reçoit, entend, dialogue avec ces grandes associations. Mais la question qui est posée, quelle est la légitimité de ces associations où ne figure pas le moindre Rom dans les instances décisionnelles? Qui est-ce qui prend les décisions? Ce ne sont pas les Roms. Et nous, quant à nous, comment avons-nous pu laisser s'installer au fil du temps ces gens qui parlent et agissent en notre nom, in my name, comme on dit en anglais? Nous portons une part de responsabilité dans cette mise sous tutelle des Tziganes français et européens. Ça s'applique aussi bien sur les Français, les Roms européens ou les Tziganes français, sur notre territoire. Une des causes, elle est typiquement française, pourrait venir du rejet de l'appellation Rome par la plupart des minorités tziganes ou assimilées tziganes. En France, les Manouches, les Gitans, on appelle aussi les Calais, ils estiment à bon droit qu'ils sont tziganes et sont bien évidemment tziganes. Ce mot tzigane, cette dénomination, elle est pourtant rejetée par nos cousins allemands, mais dans le langage français, elle n'a jamais été remise en cause, en langage français courant. Par contre, si vous voulez,
La dénomination Rome, les tziganes français entendent qu'elle s'applique à leurs cousins, leurs frères, leurs amis tziganes venus d'Europe centrale et des Balkans, mais pas à eux-mêmes. C'est une spécificité française qui est comme ça. Néanmoins, si les deux mots Rome et tzigane sont strictement synonymes, c'est exactement la même chose, dire je suis Rome ou je suis tzigane, il ne serait pas concevable de ne pas respecter les appellations que chacun a choisies. Les Gitans vous disent je suis tzigane, les Manouches vous disent je suis tzigane, et divers autres vous disent je suis tzigane. La façon dont ils ont décidé de s'auto-désigner doit être respectée. On ne va pas leur imposer un nom de l'extérieur. Aussi longtemps, mais le problème que ça pose, c'est que aussi longtemps que les uns et les autres vont rejeter une appellation commune, on peut difficilement espérer la mise en œuvre d'actions communes, mais seulement on verra des revendications et des réactions isolées sans véritable coordination. En ce qui concerne notre branche des gens du voyage, très souvent, là, ce sont les Yéniches, et on a énormément on entend, on y participe ou pas, hein, beaucoup de débats et de questionnements. Et il est vrai que les sources dont on dispose sur les Yéniches ne sont pas toujours précises, elles sont parfois contradictoires. Et une question qui revient assez souvent, et qui ne se tranche pas, en fait, est-ce que c'est important de la trancher, de savoir si les Yéniches sont des tziganes ou pas. Alors, il faut aussi savoir que dans la vie réelle, dans la vie concrète, ce qu'on appelle les métissages ou les mariages entre les Yéniches et les Manouches sont tellement nombreux que la plupart des Yéniches ont au moins un ou deux ancêtres tziganes et beaucoup de Manouches ont aussi des ancêtres Yéniches dans leur ascendant. Alors, depuis la guerre de 1870, ça remonte quand même à quelques années, 150 ans maintenant, les Yéniches sont partis d'Alsace-Lorraine, ils étaient en grand nombre, et ils ont émigré c'est le cas, tout à fait le cas de ma famille, dans l'est de la France, et d'une partie de ma famille, dans l'est de la France, puis peu à peu, le long de la Saône, du Rhône, et dans le Massif central, ils ont gardé un peu l'est et le centre de la France, mais on a pu constater que leur métier, leur rapport, et même leur nom de famille, ont une consonance fréquemment germanique et en fait leur histoire au fil du temps se mêle et se confond avec celle de la plupart des Manouches. Si les Yéniches se considèrent volontiers tziganes, que ce soit à tort ou à raison, mais ça c'est pas le plus important, néanmoins aucun n'accepte d'être appelé Rome, ou très peu sans doute, mais pratiquement aucun. Alors, si on n'a pas ces liens-là, on peut néanmoins se rassurer, se dire que tout ça peut avoir des solutions et que le Conseil de l'Europe, le Conseil d'Europe et les pays membres ont adopté le terme Rome pour désigner les Roms, les Sintés, les Manouches, les Calais, les Gitans, et les groupes de populations apparentées en Europe, dont les voyageurs et les branches orientales, les Dômes, les Lômes. Il englobe la grande diversité des groupes concernés, y compris les personnes qui s'auto-identifient comme tziganes et celles qu'on désigne comme gens du voyage. Voilà, ça c'est la définition, non pas biologique, mais politique du Conseil de l'Europe qui permet de ne pas se perdre sans arrêt dans des discussions et des détails. Elle est sans doute imparfaite, mais elle a le mérite d'exister et de permettre à chacun de se déterminer. L'histoire et la géographie cherchent difficilement et depuis longtemps, cherchent en vain à rendre cette mosaïque présentable, à la montrer rangée, bien rangée. C'est vraiment une mosaïque, tous ces genres divers, à la montrer bien rangée, bien classée, bien compréhensible, sans que ça pose trop de difficultés,
avec des données chronologiques, politiques, étayées aussi par l'implication ou la marginalité par rapport à l'économie, même si l'économie, c'est quelquefois des miettes un peu chapardées à la société majoritaire, souvent ce qu'on dit, mais ce qui n'est pas souvent vrai, ou de surplus la société majoritaire. L'économie des voyageurs, des tziganes français ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'économie de la société majoritaire. Elle n'est pas tant marginale que ça, elle est même très peu marginale, très peu à la main. Ce serait une mosaïque stabilisée par le récit historique, où les éléments resteraient identifiables, avec une belle petite patine antiquaire bien rangée. On mettrait les Calais près des Pyrénées, les Yéniches le long du Rhin, du Rhône, et de la Saône et tout le sillon rhodanien, les Manouches en région parisienne, et puis quelques tribus saupoudrées un peu partout sur le territoire. Mais sans trop se disloquer, et puis on tient à parler de tribus parce que l'individualité ou l'individualisme, c'est pas censé exister dans l'historiographie, et il faudrait que tout reste collectif sans qu'il y ait de destin individuel intéressant chez nous. Et il faudrait donc stabiliser, on aimerait stabiliser cette histoire qui trouverait dans la géographie des fils conducteurs assez solides pour la trame et la chaîne du récit historique. Même approximativement, on ne demande pas à l'histoire d'être une science exacte. On a déjà beaucoup de peine à rendre l'histoire des Roms intelligible. Or, il en va un peu autrement. L'Europe de 2021 est très souvent agitée de débats identitaires, de concurrence mémorielle, on connaît tout ça, et le démon des origines vient un peu taquiner les familles. Et on voit apparaître des gens qui se cherchent une appartenance, qui se cherchent une ascendance, des ancêtres tziganes, et ces ancêtres tziganes qu'ils supposent dans les récits de la famille pourraient peut-être expliquer leurs difficultés personnelles qu'ils ressentent à se sentir bien dans la société contemporaine qui va plus vite pour fabriquer de l'exclusion que de l'insertion. On cherche de ce côté-là, on cherche d'où vient son mal de vivre et on cherche sur Internet. Et sur Internet, c'est un endroit où continuellement naissent et disparaissent, vous savez, des véritables tribus virtuelles sur les réseaux sociaux, ces réseaux sociaux qui sont véritablement des routes informatiques. L'idéal pour ces gens-là serait d'appartenir ou d'avoir appartenu à une véritable tribu dans la vraie vie, une tribu qui a beaucoup souffert, qui a été persécutée, qui est familière des routes aussi de la vraie vie, et on aurait ainsi une tribu à laquelle se raccrocher et une explication à son mal de vivre. On aurait à la fois le remède et le diagnostic. Et on s'arracherait de la solitude pour redécouvrir le collectif. Ces gens-là qui cherchent véritablement, et pour des raisons qui se respectent, qui sont respectables, c'est nouveau et ça nous rend assez interrogatifs, assez perplexes, ce qu'on peut appeler les tziganes assumés, dont l'identité, l'ascendance, toute la vie ne fait pas mystère. Et nous avons très souvent connu le phénomène inverse. Nous avons connu dans nos familles, dans notre entourage, chez des proches, parfois des très proches, des frères et des sœurs, des cousins, qui ont abandonné tout signe extérieur de tziganité et qui sont devenus le plus discrets possible sur leurs origines. Alors, quand on est un peu méchant, on leur dit qu'ils ont renié la race. Bon, ça les fait rire, et puis nous aussi, ils n'ont renié rien du tout, mais ils ont une forme d'existence discrète, si vous voulez, parce qu'ils subissent des tracasseries, du racisme, et tout ça empoisonne leur vie au quotidien. Et nous avons tous des exemples dans nos entourages de ces cheminements, de ces départs qui sont des fois provisoires et des fois définitifs vers une forme d'invisibilité du monde tzigane. Et c'est vrai, il est vrai que ça nous étonne de rencontrer ce qu'on appelle les romanichels de Facebook,
qui font le trajet dans l'autre sens, qui ont fait des recherches généalogiques pour éclaircir des zones d'ombre, parce qu'ils ont des zones d'ombre dans les récits familiaux, pour comprendre les secrets de famille, et jusqu'au moment où ils trouvent, ça arrive, un livret dans les archives départementales, un livret de nomades, un livret anthropométrique de leur arrière-grand-mère ou d'une ancêtre quelconque. Alors, qui dit nomade ne dit pas forcément Zian, parce que le carnet anthropométrique a été imposé en 1912, ça remonte maintenant à 113 ans, 109 ans, aux personnes, ce carnet anthropométrique, cette forme de distinction, de catégorisation administrative, a été imposé aux personnes réputées nomades, soit les individus circulant en France sans domicile ni résidence fixe, et aucune distinction particulière entre les Tziganes et les Gadjés ne figurait dans le texte de loi, même si les débats parlementaires qui ont permis l'arrivée de cette loi et la mise en application de cette loi, ces débats parlementaires ont bien fait état d'une population censée se distinguer des autres par les traits de la race. Le carnet anthropométrique, avec ses contrôles, ses contraintes qui ont suivi, comme on dit entre nous, ils ont suivi la race à la trace, parce qu'ils étaient tamponnés chaque jour dans les mairies, et pour fournir aux autorités policières et judiciaires la traçabilité de nos parents et grands-parents pendant très longtemps, de 1912 à 1969, ce carnet nous indique seulement la catégorisation administrative, mais il ne peut pas transformer un gadjo nomade en tzigane, ni un tzigane sédentaire en gadjo, même si ce tzigane en question, il est propriétaire d'un logement ou d'une maison, ou s'il est locataire, c'est-à-dire s'il est sédentaire. Et parce qu'on a eu l'exemple récemment, on a dit à ce jeune homme qui nous montrait ce carnet anthropométrique que sa grand-mère était une belle femme, si vous voulez. Il a jugé utile, lui, de nous préciser que dans sa famille, et chez les Tziganes d'une manière générale, on peut se considérer Tzigane dès lors qu'on a un seul des 4 grands-parents Tziganes. C'est un petit peu étonnant parce que cet argument-là, c'est peut-être dans sa famille, mais avant tout, c'était un argument utilisé et mis en œuvre par les nazis pour décider qui était tzigane et qui ne l'était pas, pour enclencher ou retenir les persécutions, pour assassiner ou laisser vivre les gens. Alors, nous savons au fil du temps, avec les nombreuses discussions, les nombreux débats, qu'il il ne faut pas sans arrêt faire appel au drame du Samudaripen, au drame de la destruction des Tziganes d'Europe, pour trancher, pour clore le moindre débat. Chaque fois qu'on parle, on ne pas ressortir à chaque fois cette question-là pour avoir raison en face des gens. Mais cette affaire du grand-père, du 1 grand-père sur 4 chez les Tziganes, c'est bien une question qui avait été élaborée et mise en œuvre par le régime nazi. Alors, si vous voulez, pour trouver le Tzigane, ce qui est intéressant, c'est que quand on cherche le Tzigane dans notre pays, on cherche la misère, on cherche le réprouvé, le marginal, mal habillé, avec des cicatrices, le violent qui a été souvent condamné. On cherche l'enfant de bohème, vous savez, comme dans Carmen, celui qui n'a jamais connu de loi. On cherche la Carmen, l'amoureuse, la belle amoureuse avec des robes à volants qui a été assassinée. On cherche le galérien, on cherche le bagnard, on cherche les enfants nus dans la neige et on cherche les montagnes d'ordures, les bidonvilles boueux, les aires d'accueil pourris. On cherche tout ça. On cherche le marginal dans les marges, les interstices dans les faubourgs qui sont faits en tôle, en carton. Et c'est sur ces aires d'accueil où ils sont si mal accueillis, dans les espaces de relégation. Les historiens, les sociologues et les ethnologues qui entreprendront des recherches sur la vie des Roms des années 2000, des Roms contemporains, les nôtres, et vont les rencontrer, mais sur des supports
essentiellement numérique. On voit disparaître le papier au profit du numérique. Les Roms et leur histoire immédiate, ils seront présents dans les débats parlementaires, dans les bilans financiers des ONG, dans les articles de presse, sur les réseaux sociaux. Et ces sources dont se serviront les historiens, ces sources historiographiques, elles seront essentiellement négatives. On y parlera d'exclusion, de délinquance, de pauvreté, d'assistance, d'hygiène. On y parlera de maladies, d'expulsion, et ce sera là les fils conducteurs des recherches. Dans notre pays, quand un article de presse traite de la question tzigane, au sens large, et quel que soit le sujet de l'article, en question, que ce soit un article de presse consacré à l'aménagement du territoire pour les aires d'accueil, que ce soit un fait divers, parfois malheureux, que ce soit un article sur les débats parlementaires ou les délibérations d'une mairie, d'une collectivité locale, il faut savoir que l'article de presse, la presse en France, illustre systématiquement ces articles par un véhicule de police ou de gendarmerie ou par un tas d'ordures et de déchets. Et si dans l'histoire qui est relatée par la presse, il est fait état d'un désaccord, parfois mineur, pas forcément grave, qui est souvent réglé par une négociation sur le terrain, cette fois entre les gens du voyage, les élus, les forces de l'ordre, l'article de presse va relater le désaccord, va reprendre l'argumentation des autorités, bien sûr, va mettre une petite pincée de micro-trottoir. L'article de presse va parler des protestations de quelques riverains. Il va laisser planer le doute sur l'issue du conflit, mais jamais il ne donnera la parole aux voyageurs, aux gens du voyage, aux tziganes, qui ne seront ni approchés, ni entendus, ni même questionnés. Un véhicule de police, un tas d'ordures, un seul son de cloche. Alors, le son de cloche, c'est une expression française qui signifie que dans un débat ou dans un procès, on n'entend qu'une seule des deux parties. Sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement Twitter, chaque fait divers qui met en cause les tziganes est repris, multiplié, diffusé en rafale, commenté par des propos de nature à justifier le rejet des Roms et des gens du voyage. Alors là, nous avons mis en place, nous sommes un petit nombre à avoir mis en place depuis déjà pas mal d'années, depuis 5 ou 6 ans, voire plus, des répliques, des formes de contre-feu contre ces tweets qui sont dévalorisants pour nous, qui sont insultants, qui sont parfois très souvent diffamatoires, qui appellent à la violence. Nous avons mis en place. Et ça pourrait faire l'objet d'un prochain article pour expliquer plus en détail, si vous voulez, les mécanismes de riposte et les thèmes contenus dans l'hostilité de Twitter. Plus encore que les tweets, parce que les tweets, je ne sais pas trop comment on les retrouvera au fil du temps, mais ils sont très vite noyés dans la masse d'un flot continu. Et les publications de Facebook, pour leur part, elles sont réservées aux abonnés, donc elles sont assez difficilement accessibles et elles seront encore plus difficilement accessibles dans le futur où on aura du mal à savoir où les trouver, comment les trouver et comment trouver les abonnements pour les voir. Donc une partie des sources numériques échappera à la recherche historiographique. Et là, on aura des Roms absents de la recherche historiographique. Alors, mais pourquoi j'ai fait au départ ce long, peut-être trop long développement sur les ONG, c'est parce que les ONG et les ONG, elles ont des rapports qui, eux, vont figurer du fait qu'ils les communiquent aux parlementaires. Les rapports des ONG
vont figurer dans le journal officiel. Ils seront dépréciatifs, ils vont présenter les questions de santé, de logement, d'intégration, de scolarisation des Roms et gens du voyage sous un angle problématique. Et parce que si ces questions-là n'étaient pas problématiques, ces associations humanitaires perdraient toute raison d'exister, de salarier des permanents, des cadres, de prendre le train, de prendre l'avion, de visiter les capitales étrangères et tout ça. C'est pourquoi, si vous voulez, le manouche, le calot, le voyageur, le Rom des Balkans intégrés, l'infirmière manouche, l'artisan gitan, l'enseignante yéniche, le chimiste Rome roumain, qui est dans une grande entreprise française, dans ces sources historiographiques, n'existeront pas. Et ils ne feront pas l'objet du moindre écrit, du moindre rapport des ONG, des grandes fédérations amies des Tziganes. Alors, il faut savoir que la plupart, 80% des Tziganes ou des Roms français n'ont jamais entendu parler de ces ONG, par ailleurs. Et sans être méchant, la petite minorité de chez nous qui a entendu parler de ces ONG, quand elle a fait appel à ces ONG, quand elle rentre en contact, il y en a à nouveau une grande majorité qui ne veut plus faire appel à ces ONG du fait, si vous voulez, que les demandes n'ont pas été satisfaites, ils n'ont pas été écoutés, ils n'ont pas été entendus. Et tout ça. Alors, ces ONG, finalement, qui représentent-elles? Très peu de gens. Qui rencontrent-elles? Très peu de gens, mais c'est néanmoins vers ces ONG que se dirige la trésorerie, que se dirigent tous les fonds importants, les dizaines de millions au fil des ans, plusieurs millions par an, si vous voulez, donc ça fait très vite des dizaines de millions au fil des ans, puisqu'elles existent depuis de nombreuses années, dont on ne voit pas les résultats et qui ne représentent en fait que très, très peu de monde et que des gens, et pratiquement ne parlent que des gens dans la grande difficulté. Alors, ils produisent néanmoins j'ai terminé, là, je termine à l'instant, produisent néanmoins des notes et des rapports qui sont pris en compte par les autorités et qui orientent les politiques gouvernementales, et c'est pourquoi c'est grave. Des notes où j'ai voulu reprendre l'analyse de Madame Nadège Ragarou, qui dit le lissage social et culturel, le regard, un lissage, le regard extérieur qui homogénéise des populations aux mosaïques identitaires dont les trajectoires sociales ne se limitent pas au seul déclassement. Et en fait, ces ONG produisent un verdict, produisent des analyses sur uniquement les Tziganes déclassés. Et par ailleurs, leurs rapports, on les retrouvera beaucoup plus facilement que les tweets ou les communications Facebook, on les retrouvera parce qu'elles figurent au journal officiel de la République française. Voilà. Merci.